Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. L'île des esclaves est une œuvre théâtrale de Pierre de Marivaux, écrite en 1725. Cette pièce de théâtre à la fois satirique et philosophique offre une réflexion sur les thèmes de l'égalité, de la liberté et du pouvoir. À travers une intrigue captivante, Marivaux présente une société fictive où les rôles sociaux sont inversés, afin de nous offrir une critique acerbe de la condition humaine et des structures sociales de l'époque. Cette analyse se propose d'examiner les éléments clés de l'œuvre, en mettant en lumière les personnages, les thèmes centraux ainsi que les aspects stylistiques, afin d'obtenir un aperçu approfondi de la portée et de la signification de cette pièce emblématique de la littérature française du XVIIIe siècle. Dans la première scène de l'île des esclaves, qui se déroule en un acte seulement, la pièce s'ouvre sur un naufrage. Deux jeunes aristocrates, Iphicrate et Euphrosyne, ainsi que leurs serviteurs Arlequin et Cléanthis, se retrouvent échoués sur une île mystérieuse après le naufrage de leur bateau. Dès leur arrivée sur cette île inconnue, ils sont accueillis par Trivelin, le despote de l'île. Ce dernier, conscient de l'identité des naufragés, décide de mettre en place une expérience sociale singulière. Inverser les rôles sociaux en faisant des maîtres des esclaves et des esclaves des maîtres. Trivelin explique son intention d'utiliser cette expérience pour corriger les comportements arrogants et les abus de pouvoir des aristocrates. Les personnages principaux expriment leur surprise et leur mécontentement face à cette situation, mais ils se voient contraints de se plier aux règles de l'île. Cette première scène pose ainsi les bases de l'inversion des statuts sociaux. Elle introduit le conflit principal autour de cette expérience sociale radicale imposée aux naufragés. Dans la scène 2 de l'île des esclaves, les personnages principaux continuent de s'adapter à leur nouvelle réalité. Trivelin explique plus en détail les règles de cette inversion sociale. Arlequin et Cléanthis, les serviteurs, se montrent enthousiastes à l'idée de renverser les rôles et de prendre le pouvoir, tandis qu'Iphicrate et Euphrosyne, les aristocrates naufragés, expriment leur mécontentement et leur désarroi face à cette situation inattendue. Les esclaves devenus maîtres commencent à imposer des ordres et à exercer leur nouveau pouvoir, alors que les anciens maîtres se voient contraints d'obéir et de se plier aux tâches qui leur sont assignées. Les interactions entre les personnages révèlent les tensions croissantes et les premières confrontations entre les nouveaux statuts sociaux. Dans la troisième scène, les interactions entre les nouveaux maîtres et les anciens esclaves continuent de mettre en lumière les bouleversements des rôles sociaux. Arlequin, le serviteur devenu maître, se montre tyrannique envers Iphicrate, son ancien maître, en lui imposant des tâches humiliantes et en lui refusant toute forme de privilège. Cléanthis, l'ancienne servante devenue maîtresse, essaie quant à elle de prendre ses nouvelles responsabilités avec bienveillance, mais elle se trouve confrontée aux réticences et à l'orgueil d'Euphrosyne, son ancienne maîtresse. Cléanthis rapporte à Trivelin les mauvais traitements qu'elle a subis de la part d'Euphrosyne, soulignant comment cette dernière l'a constamment insultée en la qualifiant d'imbécile et en usant d'autres termes méprisants. À la demande de Trivelin, Cléanthis est amenée à dépeindre le portrait moral d'Euphrosyne. En présence de cette dernière, Cléanthis décrit sa maîtresse comme étant égoïste, coquette et vaniteuse. La scène révèle ainsi une Cléanthis véritablement blessée, manifestant son incapacité à pardonner à sa maîtresse pour ses offenses. Alors, dans la scène suivante, Trivelin demande à Euphrosyne d'admettre la vérité, ce qu'elle fait, mais de manière très peu sincère. Et finalement, dès la scène 5, c'est l'inverse. Trivelin demande cette fois à Arlequin de décrire son ancien maître. Arlequin se conforme à la demande et le fait avec une touche comique, tout en dressant néanmoins un portrait peu flatteur. Malgré cela, Iphicrate est contraint de reconnaître la véracité du portrait esquissé par Arlequin. Dans la 6e scène, Arlequin et Cléanthis se laissent emporter par le jeu et imitent leurs anciens maîtres, Iphicrate et Euphrosyne, en recréant les rituels de cour habituels de l'époque. Après avoir plaisanté en se comportant comme leurs anciens maîtres, Arlequin décide de jouer le rôle de soupirant envers Euphrosyne, tandis que Cléanthis se met à courtiser Iphicrate. Dans la scène 7, Cléanthis annonce à Euphrosyne qu'elle est désormais destinée à être avec Arlequin. Offensée par cette déclaration, Euphrosyne exprime son mécontentement. Mais Cléanthis réplique en mentionnant qu'Arlequin possède un cœur sincère, bien différent des membres de l'aristocratie que sa maîtresse a l'habitude de fréquenter. Alors, à la scène suivante, Arlequin essaie de séduire Euphrosyne en utilisant des paroles simples, mais empreintes de sincérité. Malgré tout, face à cette tentative, Euphrosyne l'implore d'arrêter. Elle exprime une certaine souffrance et un profond désarroi. Cette réaction laisse Arlequin sans voix, désemparé devant la détresse de celle à qui il s'adressait. À la scène 9,
Arlequin ordonne de son côté à Iphicrate d'aimer Cléanthis. Iphicrate refuse, évoquant plutôt leur ancienne amitié. Arlequin souligne alors la brutalité et l'égoïsme dont faisait preuve son ancien maître, tout en lui accordant pourtant son pardon. Il lui assure qu'en cas d'échec dans sa tentative d'aimer Cléanthis, il lui restera tout à fait fidèle en amitié. Profondément ému par ces paroles, Iphicrate reconnaît ses torts. Il exprime sa gratitude envers Arlequin et ce dernier décide de récupérer son habit d'esclave et de rendre à Iphicrate son habit de maître. Et cette décision surprend Cléanthis à la scène numéro 10. Ce dernier l'encourage à faire de même, à pardonner Euphrosine en lui suggérant qu'il serait préférable de ne pas générer davantage de souffrance que celle qu'elle a déjà endurée. Après réflexion, Cléanthis finit par accepter de pardonner à Euphrosine en désirant mettre un terme à ce cycle de douleur. Et ainsi, à la scène 11, qui est aussi la dernière scène de l'œuvre, Trivelin estime que les maîtres ont retrouvé une part d'humanité. Des liens plus harmonieux se sont tissés entre les maîtres et les esclaves, et cette réconciliation étant accomplie, Trivelin décide qu'ils ont le droit de retourner à Athènes. C'est ainsi que la pièce transcende son époque, en offrant une réflexion intemporelle sur les relations humaines, le pouvoir et la possibilité de transformation. Elle reste une œuvre marquante dans la littérature française, en soulignant la pertinence de ces thèmes, même des siècles après sa création. L'île des esclaves présente une dimension utopique qui évoque celle de Thomas More dans son ouvrage Utopia. Dans cette vision idéale, les individus vivent en harmonie, éloignés des injustices et des conflits. Cette pièce propose une utopie similaire en imaginant un lieu où les rôles sociaux sont inversés pour corriger les injustices de l'ordre établi. Cependant, cette notion d'utopie est nuancée. Bien que les rôles soient inversés, la servitude n'est pas abolie, mais simplement renversée. En s'inscrivant dans le cadre utopique, l'île évoque également un exotisme recherché par les auteurs du XVIIIe siècle. D'autre part, la relation entre maître et domestique constitue enfin le pivot de l'intrigue. Cette pièce remet en question l'ordre établi en transformant les esclaves en nouveaux maîtres et vice-versa. Cette inversion vise à mettre en lumière les défauts des maîtres tels que la colère, la vanité, l'orgueil, la superficialité, la paresse et les abus de pouvoir. Cependant, elle souligne également les travers des esclaves qui aspirent à imiter le comportement de leurs anciens maîtres, montrant ainsi que même dans cette inversion des rôles, la critique demeure présente des deux côtés. Et c'est tout pour ce résumé de l'île des esclaves de Marivaux. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.